Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Terre de Mémoire, magazine qui fait le lien entre le passé et le présent des Calédoniens. Au sommaire ce soir, un documentaire de 52 minutes sur la forêt sèche ou forêt sclérophile qui est en grand danger. Et il ne reste plus qu'1% de sa surface totale et cet écosystème fragile nécessite de la protection et de la préservation de son patrimoine. Tout de suite, Forêt sèche première, réalisée en 2007 par Anne Bertrand. Donc les enfants, aujourd'hui on va faire un parcours de forêt. C'est une forêt très particulière de la Nouvelle-Calédonie qu'on appelle comment, Emeline? La forêt sclérophile. Sclérophile, c'est un mot un peu compliqué. Le mieux c'est de l'appeler la forêt Sèche. La forêt sèche. Alors ici nous sommes au niveau du delta de la Néra, à Bouraille. Et cette forêt elle est très particulière, elle a des spécificités qui lui sont propres. Mais par contre, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une forêt sèche? Ah oui. C'est quoi une forêt sèche? Ah. Ah. Alors vous imaginez la forêt sèche? Où il y a des arbres rares. C'est quoi encore une forêt sèche pour vous peut-être? il y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, ça serait normal. Sèche, plus d'eau, oui. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Pas beaucoup d'animaux. Les enfants. Ce qu'il faut voir, c'est que la forêt sèche, c'est une forêt qui est unique au monde. C'est une forêt extrêmement rare. Donc nous, aujourd'hui, on va avoir la chance, on est un peu privilégiés, de pouvoir aller marcher dans cette forêt, faire connaissance avec elle, parce que vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il reste très peu de forêts sèches, moins de 1% de forêts sèches. Et il faut savoir que les autres forêts sèches sont protégées et qu'on ne peut pas aller se promener dedans. Donc ici, à Bouraille, on a la chance de pouvoir aller marcher et évoluer dans cette forêt. Maintenant, vous êtes libre d'avancer un petit peu. Faites toujours attention, comme je vous l'ai dit, où vous mettez les pieds. Hein, on a expliqué pourquoi. Qui peut me rappeler pourquoi? Parce que sinon, on va risquer de casser les plantes. Voilà, on risque de casser les petites jeunes plantes. Donc on fait attention. Allez, c'est parti, vous pouvez aller travailler. Connaître la forêt, apprendre à la préserver, à protéger sa faune et sa flore, c'est devenu maintenant une tâche prioritaire pour l'ensemble de la collectivité calédonienne et cela commence notamment par l'éducation des enfants en milieu scolaire et dès leur plus jeune âge. Et selon le vieil adage qui dit que pour bien protéger, il faut d'abord connaître, nous avons donc décidé au sein du programme d'avoir un volet qui est complètement consacré à la connaissance de la forêt sèche pour le public néo-calédonien. Et à ce titre-là, nous avons donc, parmi beaucoup de supports, créé un petit réseau de sentiers de découverte botanique, comme celui-ci qui se trouve à la forêt des Sicas, au cœur de l'aire de répartition de la forêt sèche, c'est-à-dire dans la région de Bouraille. Et ce sentier fait l'objet d'un partenariat entre la commune de Bouraille, qui apporte le terrain, nous sommes une forêt sèche de 9 hectares, la province sud, qui a aménagé ce sentier, et le programme forêt sèche, qui a apporté son support technique, notamment au niveau de la détermination des espèces. On parle souvent ici de la forêt dite humide, mais beaucoup plus rarement d'un autre type de forêt moins spectaculaire et pourtant menacée de disparition, la forêt sèche, appelée aussi sclérophile, en raison de sa végétation aux feuilles coriaces. Christian Papineau est le directeur du programme de conservation de la forêt sèche calédonienne, la première initiative mondiale de sauvegarde de cette forêt très méconnue. C'est la première fois dans l'histoire calédonienne que l'on se rassemble pour protéger, restaurer et sensibiliser autour d'un écosystème fragile et menacé, celui des forêts sèches.
C'est un pays qui recèle tellement de biodiversité, d'endémisme, une richesse exceptionnelle tant terrestre que marine, qu'il faut absolument mettre en place une politique pour valoriser, protéger, sensibiliser, préserver pour les générations futures. La Nouvelle-Calédonie est le 3e hotspot dans le monde après Hawaï et Madagascar en termes de biodiversité. Un hotspot, ou point chaud en français, c'est un pays ou une région qui recèle une biodiversité et un endémisme si riche et exceptionnel qu'il devient impératif de protéger cette zone au titre du patrimoine mondial. En Nouvelle-Calédonie, les collectivités provinciales se sont regroupées pour défendre cet environnement extraordinaire et le programme Forêt Sèche est totalement partie prenante dans le montage du dossier du patrimoine mondial. En Nouvelle-Calédonie, nous avons la chance, le privilège, mais aussi la responsabilité d'avoir 4 des 238 écorégions du monde. Elles sont composées de la forêt sèche, de la forêt humide, du lagon et de son récif, et puis des cours d'eau. La forêt sèche est évidemment le milieu prioritaire dans la mesure où c'est le plus menacé. En Nouvelle-Calédonie, l'état de réduction de la forêt sèche depuis l'arrivée de l'homme est particulièrement alarmant. De Nouméa au sud à l'extrême nord de la Grande Terre, ne subsiste environ que 80 sites de forêt sèche disséminés le long des 450 km de la côte ouest. En cumulant à la fois la vision, disons, locale des pouvoirs publics ou des propriétaires, le travail des scientifiques et cette vision internationale proposée par le WWF, il a été décidé, eh bien, écoutez, au lieu de travailler chacun dans son coin ou de ne pas travailler du tout en faveur de la forêt sèche, si nous pouvions nous allier les uns aux autres, nos compétences, nos moyens, nos finances, pour un objectif commun, c'est le premier en Nouvelle-Calédonie, protéger, sauver la forêt sèche de la disparition. Bruno, donc tu sais que le programme Forêt Sèche s'est fixé comme objectif pour 2010 d'avoir restauré 45 hectares de forêt sèche, c'est-à-dire 1% de l'aire résiduelle de ce milieu-là. Et donc on a 2 possibilités. La restauration passive, qui consiste donc à éliminer toutes les menaces, notamment les herbivores, et puis laisser faire la régénération naturelle de la forêt. Et l'autre, c'est la restauration active, c'est-à-dire qu'on plante pour reconstituer le couvert forestier. Et c'est là que je voulais voir avec toi l'implication de l'université qui pourrait nous aider à avoir des plans de bonne qualité et qui croîtront dans les meilleures conditions possibles sur les différents sites qu'on a choisis. D'accord. Alors notre intervention en fait peut se faire sur la microbiologie avec l'utilisation des micro-organismes associés aux plantes qui favorisent leur croissance. Et dans le domaine de la mycorhisation, on est déjà un travail bien avancé, puisque ça fait déjà plusieurs années que les études ont été lancées. Et il me semble, et même M. Amir vous confirmera, que les essais de plantation seront réalisés dès l'année prochaine dans le cadre de restauration active. La mycorhisation, c'est une technique qui utilise des champignons du sol qui vivent en relation avec la plante. Ils pénètrent dans la racine et ils ont des filaments qui pénètrent à l'intérieur tout en restant dans le sol et ils arrivent à ramener donc les éléments nutritifs du sol vers la plante, ce qui permet à la plante de se développer mieux. Nous avons ici les plants non mycorhisés et ici les plants mycorhisés. Vous voyez donc la différence de taille et aussi la différence de santé. Ceux-ci ont une meilleure santé que ceux-là. Donc Bruno, pour les espèces qui posent un problème au niveau de leur germination, donc vous utilisez au niveau du laboratoire, toujours pour les plantes de forêt sèche, une autre technique, c'est laquelle? Alors nous utilisons la culture in vitro qui permet à partir d'explants ou de tissus d'espèces de reproduire une espèce entière. Et en l'occurrence, on travaille actuellement sur l'espèce Captain Cookia margareta, qui présente plusieurs intérêts dans le cadre du programme Forêt Sèche. Oui, c'est celle qu'on appelle fontaine piment. Tout à fait, oui. Voilà, et qui est localisée à certains sites de la côte ouest et qui est rare. Tout à fait, oui. Qui se régénère très mal. Donc par l'intermédiaire de la culture in vitro et par l'utilisation de l'embryon ou de tissu foliaire, eh bien, on arrive à reproduire des masses cellulaires à partir desquelles nous sommes capables de refabriquer une partie aérienne,
puis une partie racinaire, et tout ça sur un milieu inerte et qui permet à la plante de pousser. C'est un moyen qui permet, dans le cas de plantes difficiles à multiplier, d'obtenir de nouveaux plants et en grande quantité lorsque l'on a trouvé le protocole idéal. Bonjour Anthony, ça va? Bonjour Christian, ça va? Je voudrais préparer avec toi la campagne de plantation 2007. Il y a combien d'espèces de préparées déjà? Au moins 30. Ah oui, 30 espèces. 30 espèces. Ah oui, donc ça va me permettre de réaliser le programme prévu là. Donc voilà les lots 2005 dans ce frigo-là. Donc on a un peu tout, les ménosperma, du croton qui marche très bien, différentes espèces. Aussi bien là tu as différencié les provenances, aussi bien Ouais, pour Tia que pour moi. Double étiquetage D'accord. des lots et avec des petits marquages de couleurs pour les provenances qu'on retrouve à chaque étape du tri des graines, au stock, au semis et puis au plant adulte. D'accord, Voilà. comme ça donc la traçabilité de toute la production Voilà. est assurée jusqu'à la plantation. Donc on a un taux de germination genre plus de 80%. 80% des graines qui germent. Ça c'est une bonne nouvelle. On a ce qu'il faut pour la campagne quand je peux rassurer les futurs planteurs, les propriétaires et les partenaires du programme qu'on aura de quoi réaliser nos campagnes de plantation l'année prochaine. Donc voici un semis de Pittosporum thanianum, qui est un arbuste de la forêt sèche à l'histoire très particulière, parce que c'est une espèce qui n'a été découverte que sur un petit îlot de la côte ouest de la Grande Terre néo-calédonienne, en simplement 2 individus, qui ont disparu dans les années 80-90 de leur belle mort, de cyclones et également de sécheresse. Et donc, comme c'était les 2 seuls individus connus, l'espèce a été déclarée officiellement éteinte, disparue de la surface de la Terre, par l'Union mondiale de la nature. Et quelques années plus tard, grâce au travail du programme Forêt Sèche, un botaniste de la province du Sud, Bernard Suprin, a eu la chance, dans le même îlot, de retrouver un spécimen vivant. Et un inventaire complémentaire, grâce à un technicien de l'IAC, également partenaire du programme Forêt Sèche, a permis de trouver encore 2 individus. Ce qui fait qu'actuellement, c'est l'espèce certainement la plus rare au monde, au niveau végétal, puisqu'il n'y a que 3 individus vivants au monde. Et donc, grâce aux efforts de l'IAC Forêt, des récoltes ont été faites, dont voici l'un des produits, et l'espèce est maintenant sauvée de la disparition, même si un cyclone ou un incendie venait à sévir dans la population d'origine. Donc ça, c'est un jeune semis, et voici un individu qui est issu de la première récolte de 2003, qui a 2 ans. Et donc, notre objectif, c'est de replanter cette espèce dans son site d'origine et dans d'autres sites qui sont également protégés, afin que l'espèce soit définitivement sauvée de la disparition. Le problème du semis, c'est que la plante reste à un stade juvénile qui peut durer très longtemps, alors que quand on fait du bouturage, on s'abstient de cette phase. Donc ici, on a l'exemple du Captain Cookia margaritae, qui est une plante monocôle, donc c'est-à-dire qui pousse sur une seule tige, un seul tronc. Et donc la problématique pour la multiplication végétative, c'est qu'on utilise généralement des boutures de tête ou des boutures de tronçons de tige. Ici, si on coupe la tête du Captain Cookia, c'est pas intéressant puisqu'on va massacrer une plante pour en recréer une. Donc là, la technique, c'est qu'on a essayé de multiplier les Captain Cookia par boutures de feuilles. Donc on a eu des très bons résultats d'enracinement de boutures de feuilles de Captain Cookia. Et la problématique qu'on a maintenant, ça va être d'essayer de régénérer une tige à partir de ces boutures pour recréer un plan entier de Captain Cookia. On pourra avoir un très grand nombre de plants filles à partir d'un seul plan mère. Sans détruire le pied mère. Sans détruire le pied mère, exactement. L'objectif recherché ici est de démontrer à la population calédonienne que les plantes endémiques ne sont pas nécessairement des végétaux à croissance très lente et qu'elles peuvent très bien s'adapter hors de leur milieu d'origine, en culture horticole classique et dans les mêmes substrats que ceux d'un hibiscus par exemple. De la simple connaissance du milieu à la mise en pratique sur le terrain, les jeunes du milieu scolaire se trouvent encore une fois en première ligne pour protéger et restaurer leur environnement. Ils ne sont pas un message pédagogique en leur expliquant les plantes envahissantes sont un danger, il faut les surveiller, et en leur expliquant pourquoi la forêt sèche est un milieu sensible. On leur parle d'endémisme, d'espèces rares, etc.
Donc ici c'est un Premna, c'est une des 7 espèces que nous allons planter. Alors ce que nous avons fait, c'est des trous de 40 sur 40 sur 40. C'est un sol qui est très lourd, très argileux, que nous voyons ici. Donc nous avons enlevé la terre et mis à la place un mélange de bonne terre, terre de rivière, avec des copeaux, des rétenteurs hydriques, ce sont des cristaux qui retiennent l'eau, et de l'engrais. Donc nous faisons après dans ce milieu meuble un simple trou, nous plaçons le plant. Et ce qui est très important pour nous ensuite, c'est de bien tasser pour mettre la terre en contact avec la plante. Les plans que nous avons mis en place l'ont été d'après un protocole précis transmis par l'IAC. Donc en fait cet ordre a été défini de manière aléatoire par un ordinateur et nous le respectons en fait et chaque plan a un positionnement précis. C'est tout simplement pour restaurer ce que fait la nature. La nature fait du hasard et l'aléatoire donc c'est du hasard. Donc plutôt que d'aligner toutes les mêmes espèces au même endroit, nous les répartissons un petit peu partout. C'est surtout important pour le suivi puisque après tous les 6 mois, tous les années, des techniciens d'IAC vont venir et vont observer ces plantes pour savoir quel est leur taux de survie, leur taux de croissance, savoir en fait quelles sont les plantes les mieux adaptées pour ce genre de chantier, puisque ici c'est un petit peu un test qui se fait pour d'autres chantiers peut-être de plus grande envergure plus tard. Et ici à Point-Bout, nous avons privilégié l'intervention des jeunes de la Mige de Connay et du lycée agricole de Point-Bout. C'est à la fois un chantier éducatif et pédagogique et pour nous un moyen d'intéresser les jeunes à la protection de leur patrimoine naturel. La Mige, c'est la mission d'insertion des jeunes. C'est un organisme qui est chargé d'aider justement les jeunes gens de la région à s'insérer dans la vie active. Donc ce sont souvent en fait des gens qui sont sortis du milieu scolaire, qui ne travaillent pas. Et la Mige a plusieurs missions, elle les aide elle leur apprend à faire des CV, elle leur apprend à faire des entretiens d'embauche et elle leur donne ce genre de petits chantiers qui sont en fait des chantiers qualifiants. Le lycée agricole et d'enseignement général de Nouvelle-Calédonie à Point-Bout s'est investi dans ce projet parce que c'est une véritable opportunité pour faire participer nos élèves à un chantier de reboisement, de revégétalisation sur un écosystème extrêmement menacé. C'est une véritable mise en pratique un petit peu des activités professionnelles que nos élèves pourront exercer dans le monde futur. Et c'est l'occasion aussi de leur faire toucher du doigt la terre, toucher du doigt les plantes, toute la théorie qu'on peut faire après en salle et passe mieux et tout de suite mieux appréhendée par nos élèves. Alors ça, ce sont des rétenteurs hydriques. Donc en fait, ce sont des petits cristaux qui vont ensuite gonfler de volume. Là, ils vont encore gonfler beaucoup plus que ça. Et ils vont se gorger d'eau et ils vont restituer ensuite au sol et aux racines de l'eau pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc ils sont capables de gonfler plusieurs fois leur volume, je sais pas, 30 ou 40 fois leur volume je pense. Alors ici on est dans une région où il fait sec, on peut avoir des sécheresses qui durent plusieurs mois. Donc pendant ce temps-là, ces cristaux vont pouvoir rendre de l'eau aux racines. Pour réparer les dégâts causés par l'homme, par les animaux ou par les cyclones, la forêt sèche doit être régulièrement reconstituée. Ici, à la Pointe Marat, le programme Forêt sèche a entrepris, avec l'aide des propriétaires, la plantation d'environ 1300 arbres d'une dizaine d'espèces différentes. Nous avons la preuve, grâce aux photos aériennes, qu'il y avait ici dans le temps de la forêt sèche. Et donc la propriétaire a évidemment donné son accord pour que nous puissions reconstituer un milieu correct dans les meilleures conditions possibles. C'est ce qu'on appelle la restauration active. Mon travail consiste à mesurer la croissance des plants qui ont été plantés il y a 3 mois de ça. Donc en fait, je mesure le collet à la base du plant et la hauteur au bourgeon terminal. Voilà. Alors, montre-nous. Donc ici on a un ocrosia en fait, donc je place bien la réglette. Voilà, on est à 32,5. D'accord. Et donc tu mesures un échantillon représentatif de toute la parcelle ? Voilà, donc en fait je mesure sur les plants qui ont été plantés, je mesure 10% de chaque espèce. L'effectif total. D'accord. Donc ici en fait Nathalie, on a installé 1300 arbres à peu près, de 10 espèces différentes, dont les graines avaient été récoltées par Céline dans la région même. On recouvre ? Voilà. Une fois que la mesure est faite, on recouvre. Donc le plant est maintenant en bonne condition pour croître. Et tu viendras souvent mesurer ? Donc je repasse tous les ans. Tous les ans. Et une mesure annuelle. Ok. L'autre technique que le programme Forêt sèche utilise, c'est ce qu'on appelle la restauration passive. C'est-à-dire qu'on ne plante pas d'arbres, on laisse faire la nature, mais on assiste la régénération naturelle. Et pour cela, on clôt certaines zones de cette forêt pour permettre à la régénération naturelle, c'est-à-dire aux semenciers, de pouvoir grainer
et que leurs graines à terre ne puissent soient consommées ni par les cerfs, ni par les cochons sauvages, ni évidemment par les rongeurs. Grâce à ce dispositif de protection, la forêt, avec le temps, pourra se reconstituer naturellement et ça coûtera évidemment moins cher que de recourir à la plantation. Pendant des millions d'années, les forêts sèches de Nouvelle-Calédonie ont évolué en l'absence de mammifères, et notamment de mammifères terrestres. Et depuis à peu près un peu plus d'un siècle et demi, un certain nombre de ruminants ont été introduits qui ont des effets très importants sur les forêts sèches. Et donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs, des dispositifs d'études pour comprendre quels sont ces impacts, et d'autre part des dispositifs pour les gérer cette menace. Alors un des herbivores les plus importants, ce sont les cerfs, on dit le cerf en Nouvelle-Calédonie. C'est le Cervus timorensis qui a été introduit depuis l'île de Java et qui est présent localement avec des densités très importantes et donc qui a un impact très marqué sur les forêts sèches de Nouvelle-Calédonie. Et donc sur ce site par exemple, on a mis en place un dispositif pour mieux comprendre et quantifier ces impacts, savoir exactement quelles sont les plantes qui sont consommées. Et en plus de l'impact des cerfs, on a aussi d'autres préoccupations qui concernent l'impact des rongeurs qui eux aussi ont été introduits, mais qui peuvent avoir localement des effets importants sur la régénération des forêts. Si on regarde bien les pousses qui sont localisées dans la partie basse, on voit qu'elles ont été très fortement consommées par les cerfs. Et cette espèce, qui est pourtant une espèce très banale, mais native de Nouvelle-Calédonie, on voit que tout le feuillage qui était disponible en dessous d'1,80 m a été consommé. On considère que 1,80 m, c'est à peu près la hauteur maximale. Certains mâles peuvent aller plus haut. Et donc, on retrouve à la fois dans les plantes endémiques ou les plantes natives de la forêt sèche de Nouvelle-Calédonie, des plantes qui sont très sensibles à la consommation par les cerfs, et d'autres plantes qui présentent des caractéristiques de résistance à cette consommation. Ce qu'on essaie de faire, c'est de fixer des objectifs de conservation. Et sur ce site de forêt sèche, il y a un arbre qui est particulièrement remarquable. C'est l'Ocrosia inventorum. C'est une espèce qui n'est présente que dans la forêt sèche de cette presqu'île, donc qui représente à peu près 25 hectares de surface. Non seulement elle est endémique de la Nouvelle-Calédonie, donc cette espèce, mais endémique de cette presqu'île. Ces graines, lorsqu'elles sont tombées au sol, sont consommées très rapidement par les cerfs. Bon, nos études préliminaires montrent qu'en moins de 48 heures, 80% des graines qui sont tombées au sol ont été consommées. Donc on a une prédation qui est très forte au niveau des graines, à la fois par les cerfs, mais aussi par les rats. On voit très clairement sur cette placette, qui est une placette témoin, c'est-à-dire on n'a mis aucune protection. On voit très clairement des graines qui ont été consommées. Et la batterie de mesures qu'on a mis en place sur ces placettes, elle consiste notamment à inventorier toutes les petites plantules, comme celle-là, qui n'ont pas été consommées. Donc on calcule un taux de consommation sur des placettes qui sont ces placettes témoins. Donc dans notre dispositif, on avait trois types de placettes. Des placettes où on a enlevé les cerfs, on a mis du grillage qui empêche les cerfs de pénétrer à l'intérieur du dispositif. Des placettes témoins, dans lesquelles il n'y avait aucun système de protection. Et ça, c'est le troisième type de placettes qu'on a mis en place. On a centré le dispositif autour d'un arbre, Ocrosia inventorum. Et pour ces placettes-là, on a mis en place un premier grillage qui est enterré pour empêcher les rongeurs de creuser et de passer en dessous. Et d'autre part, on a mis cette plaque de métal recourbée qui empêche les rongeurs de grimper pour toujours pénétrer à l'intérieur du dispositif. On s'est rendu compte qu'en enlevant la pression de consommation par les herbivores, et notamment par les cerfs, on favorisait le développement d'autres espèces introduites. Et c'est le cas par exemple de cette passiflore, donc c'est une liane qui a été introduite, qui s'appelle la Passiflora suberosa, qui est consommée par les cerfs. Et donc dès qu'on a mis en défense, enlevé la pression de pâturage par les cerfs, cette liane se met à se développer et à envahir la placette. Effet pervers de la protection de la forêt sèche, certaines plantes prospèrent donc à l'abri des prédateurs et menacent ainsi les espèces réintroduites. Ailleurs, ce sont des plantes particulièrement envahissantes qui progressent et menacent de pénétrer les zones protégées.
Nous avons remarqué ce type de végétation en 2-3 endroits et particulièrement un bousquet assez impressionnant qui semble être une plante envahissante. Et ce que nous souhaiterions, c'est que vous nous apportiez votre concours pour, si c'est une plante envahissante, l'éliminer définitivement parce qu'elle semble gagner. C'est Tecoma astans, c'est un arbuste qui fait de très jolies fleurs jaunes comme on peut le voir là, mais qui envahit déjà pas mal de zones, de collines, sur la côte ouest. Ça devient effectivement une menace, donc vous faites bien de nous en parler au niveau du programme Forêt Sèche, parce que si on la laisse faire, elle va commencer à gagner l'ensemble des lisières, puis rentrer à l'intérieur des forêts à l'occasion d'une ouverture, par exemple, d'un passage cyclonique qui a détruit la canopée. Et à ce moment-là, on va avoir un mal de fou à la juguler. Ça fait plusieurs années qu'on a remarqué donc cette liane de Gatop sur la propriété. Et là, récemment, elle envahit, mais alors complètement tout ce flanc. Et elle arrive donc à la frontière de la forêt sèche. Et je m'inquiète parce que c'est une plante qui n'est pas mangée par les cerfs. Très difficile à éliminer. Elle ne s'arrache pas facilement. Elle fait beaucoup de graines qui s'envolent et qui se multiplient donc très vite. Et moi, je vois des arbres déjà envahis tout autour. Ouais. Et donc, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, mais très vite, pour s'en débarrasser. On commence à en trouver dans les lisières de la forêt, et y compris sur des arbres de forêt sèche. Donc, ça va tout doucement, insidieusement, gagner la forêt et l'envahir. Donc, il faut absolument lutter rapidement, et tu as tout à fait raison. À Beaupré, au cœur de la côte ouest, le conservatoire botanique abrite sur 14 hectares un très bel arbre emblématique de la forêt sèche, le Terminalia cherrieri, appelé aussi badamier de Poya. C'est une espèce qui a été découverte ici même il y a 25 ans et qui est endémique de cette région. Le problème qu'on rencontre ici, c'est que les graines sont attaquées par un insecte dont il s'agit de déterminer l'origine et l'impact, car malheureusement, dans cette belle forêt, nous n'avons pratiquement aucune régénération naturelle du badamier de Poya. Les graines sont parasitées pour la plupart, un taux de parasitisme qui est pas loin des 100%, donc en fait on n'arrive pas à faire germer et obtenir des plantules, puisque les graines sont parasitées. Ici on voit sur cette graine un peu âgée, on a ici la galerie de sortie du parasite, qui est une espèce nouvelle, hein, qui est d'une famille un peu primitive de papillons. Bon. C'est l'ancêtre du badamier ou c'est... Oh non, ça c'est le gardénia. Claude, on est en train de mener, on va mener une étude sur la graine et surtout les attaques que subit cette graine à cause de larves de papillons. Donc qui s'en prend au badamier de Poya. Parce que donc chez toi, c'est la localité de forêt sèche occupée par le badamier de Poya qui est la plus au sud du pays. Ah, d'accord. Voilà. Après, ça monte un petit peu vers le nord, mais c'est toi qui en as le plus au sud. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer entre sites, s'il y a aussi cette attaque de lépidoptère partout, parce que notre problème, c'est que tu as vu, l'espèce est magnifique. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas de graines au sol. Alors, tout l'intérêt du conservatoire, tel qu'il est là, c'est que dans cette zone-là, il n'y a plus d'animaux, donc la régénération devrait se faire. Mais malheureusement, à cause des herbivores, donc on est tranquille, mais malheureusement, à cause de ces lépidoptères, on n'a peut-être pas de régénération du Terminalia. On voit bien, elle est percée là, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle est percée ici, donc là, celle-là, elle est morte. C'est dans l'arbre que ça se situe, c'est pas au sol. Ah, c'est carrément là-haut alors. Donc c'est bien ça qui nous pose problème, quoi. Ah, ouais. Sinon, donc c'est le conservatoire, bah, c'est parlant, je veux dire. Hein, tu as permis qu'on l'installe en 94, hein, donc ça fait déjà eu un paquet d'années, donc 12 ans qu'il est en place. Ouais. La régénération s'installe, c'est net. Il y a des espèces de toutes sortes qui s'installent depuis qu'on a retiré les cerfs et les bovins. Donc c'est vraiment un exemple... Cochon, voilà. Un exemple assez remarquable. Et donc c'est à partir de cet exemple-là qu'on a décidé de faire ça aussi dans d'autres sites de la province sud et de la province nord, où il y a aussi une biodiversité remarquable. C'est l'endroit pionnier dans les forêts en défend. Et tout le programme de la forêt sèche est venu se greffer là-dessus. Maintenant, il y a d'autres zones qui sont mises au défend, plus au nord, plus au sud. Avant les années 90, c'était pour nous une forêt de bord de mer. On appelait d'ailleurs ça, mon père, mon grand-père, même moi-même, on appelait ça la forêt du bord de mer.
Beaucoup de propriétaires à l'époque ont débroussé ces forêts. Mais ils ont débroussé ces forêts, ils ignoraient totalement la valeur qu'avaient ces arbres, qu'avait cette forêt. Et à partir des années 90, on a commencé à entendre parler de la forêt sèche, de la forêt sclérophile. Alors on se demandait un petit peu qu'est-ce que c'est que cette forêt sèche. Et donc avec mon père, avec le concours de la province sud et du WWF, nous avons mis en défense donc, cette parcelle. On l'a clôturée entièrement avec du grillage. 12 ans après, ça s'est déjà bien régénéré. Je dirais que le couvert se refait. Alors même si on veut se promener à l'intérieur, il faut presque marcher à quatre pattes. Il faut vouloir y aller. Et donc je crois que cette forêt fait partie des trésors du pays. C'est aussi un refuge d'oiseaux. Les bulimes ont été trouvés vivants. La fameuse souche, là, le seul exemplaire adulte qui était trouvé là, qui nous a fait 150 bébés, une fois mis en élevage à Port-la-Guerre. Donc l'idée, c'est évidemment cette souche-là qui a fait tous ces petits, on veut évidemment la remettre ici. On ne va pas la mettre au fin fond du Nord ou dans le Grand Sud. Contemporains des dinosaures, les bulimes sont des escargots géants qui prospéraient alors dans les forêts sèches de Nouvelle-Calédonie. L'arrivée de l'homme sur l'île et les animaux introduits à l'époque faillirent faire totalement disparaître l'espèce. En 2004, un spécimen adulte trouvé dans la forêt de Mépouillerie a permis de lancer un plan de reproduction et d'élevage de ces gastéropodes qui comptent encore 6 espèces différentes sur l'île. Cet escargot qu'on avait trouvé il y a 2 ans de cela, il s'est mis à pondre en captivité. On a obtenu ainsi une descendance d'environ 200 escargots. 200 petits voilà. À partir d'un seul individu. Voilà, 200 petits. Donc, certains sont là, d'accord. Des jeunes escargots qu'on place dans des bacs. Et donc le but en fait, c'est donc le maintien de cette souche menacée, mais pour pouvoir les réintroduire dans le milieu, voilà. Donc dans des zones où ils ont soit complètement disparu, soit pour renforcer les populations, afin donc d'amplifier ces populations et qu'elles puissent se maintenir. Grâce à une étude de capture, marquage et recapture, on étudie la dynamique des bulimes. Donc le marquage se fait grâce à l'utilisation d'un transpondeur. C'est une petite puce électronique qui est collée directement sur la coquille du bulime et qui permet de les retrouver. Ils se déplacent très très peu puisque ces escargots ont été marqués il y a maintenant 2 ans. Et depuis 2 ans, on les retrouve exactement au même endroit. Ils font environ 1 mètre à 1,50 m par nuit, c'est-à-dire qu'ils reviennent exactement au même endroit. Le radar qui est utilisé pour retrouver les bulimes est en fait un radar d'avalanche qui permet de retrouver les disparus dans les avalanches en Europe. Une puce électronique intégrée à chaque vêtement de ski permet de retrouver les disparus dans la neige. Et ce type d'appareil peut être adapté en fait au suivi des mouvements d'animaux très peu mobiles, comme les mollusques, donc les escargots. Ce sont des animaux quasi préhistoriques, puisque ce sont des éléments anciens du Gondwana, donc ce supercontinent qui regroupait autrefois l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques îles du Pacifique, entre autres. Toute modification dans leur micro-habitat en fait, entraîne une disparition des populations. Et c'est pour cela en fait, qu'ils contribuent à être un très bon bio-indicateur de l'état de santé des forêts sèches. Donc à la suite des études qu'on a menées sur cette propriété de la société d'élevage de Mouéo depuis 2002-2003, on a réussi à caractériser l'ensemble des forêts sèches de la zone. Donc puisque c'est la plus grande forêt sèche de statut privé, plus de 300 hectares, donc à la suite de notre travail, on a mis en évidence des zones qui méritent particulièrement d'être protégées, évidemment du défrichement, mais surtout du bétail, plus ou moins vagabond, et des cerfs. Et donc, le résultat de notre travail, c'est la proposition qui est ici, c'est-à-dire de mettre en protection 145 hectares des meilleures zones de forêt sèche, qui seront donc entièrement closes. On sortira les cochons, le bétail et les cerfs, et on va suivre ensuite la régénération naturelle de cette zone-là.
145 hectares, ça fait 5 km 400 de barrières. Hein. Donc c'est pas un petit tracé. Le plus gros chantier c'est le plus gros chantier de toute la Nouvelle-Calédonie pour la conservation de la forêt sèche. Ça c'est sûr. Dans le temps, ces collines étaient couvertes de forêts sèches, mais les incendies, les sécheresses trop longues et les pâturages bovins ont fini par les faire disparaître. L'élevage bovin étant la première ressource agricole de la Nouvelle-Calédonie, des milliers d'hectares ont été ainsi défrichés, laissant la place dans quelques vallées au niaouli, l'arbre emblématique local dont l'écorce multicouche et très épaisse peut résister au feu. C'est une espèce qui adore avant tout les zones marécageuses, son biotope d'origine où il a les plus belles tailles, que ce soit en diamètre ou en hauteur. Et c'est à la suite des incendies déclenchés par l'homme depuis son arrivée sur le territoire que cette espèce particulièrement résistante a pu quitter les zones humides pour gagner les collines de la côte ouest où elle a pu se développer grâce à ses capacités de résistance et de régénération. La savane à niaouli est devenue un des principaux écosystèmes de la Grande Terre. Les forêts de Pindaille et des Montagnes Blanches sont les plus grandes forêts sèches de Nouvelle-Calédonie sur un foncier public. Elles couvrent actuellement environ 170 hectares. Elles étaient auparavant beaucoup plus étendues, mais le fléau majeur qui règne en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les feux de brousse, les ont réduites de manière assez importante. Pour se prémunir contre les risques d'incendie dans cette région-là, la province Nord a réalisé tout un réseau de pare-feux, mais le problème, c'est que les pare-feux sont évidemment un équipement nécessaire, mais pas suffisant. Il faut donc évidemment de l'eau pour que les pompiers puissent intervenir et combattre les feux violents qui sévissent dans cette région vantée. Et le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de cours d'eau dans la presqu'île de Pindaille, il n'y a pas de nappe phréatique et il ne pleut pas assez. C'est donc pourquoi le programme Forêt Sèche a décidé d'équiper ce site d'une réserve d'eau de 125 mètres cubes qui sera réalimentée par des camions municipaux et qui permettra aux pompiers de combattre les éventuels incendies dans cette région à la période sèche qui dure généralement de septembre à décembre de chaque année. Allez, on y va. Regarde. Ok, bon, j'ai vu. Mais dis-moi, sur ce parcours, on en voit beaucoup plus qu'hier. Hein. Ben ouais, parce qu'on n'a pas de carabine. Donc ça correspond aussi aux placettes qu'on a suivies. Ouais, on était voilà. juste là, ouais. Ouais. Donc le premier parcours. Par rapport au problème que les cerfs posent par rapport aux forêts sèches, on n'avait qu'une façon de lutter contre les effets négatifs du cerf, c'était de mettre derrière des clôtures. C'est le plus simple, c'est le plus rapide, mais ça pose un certain nombre de problèmes, et notamment de prolifération des espèces introduites. Il y a une autre façon de gérer ce problème des cerfs, qui est d'essayer de diminuer les densités par la chasse ou par des captures ou par différentes méthodes, mais donc bien d'agir sur les populations de cerfs pour trouver un équilibre entre la présence du cerf et la régénération de la forêt. Nous pratiquons une chasse un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on s'applique à faire des tirs relativement précis, à chasser par petits groupes. L'objectif, c'est pas de faire de la viande à tout prix, c'est pas du tout ça, c'est de chasser tout simplement, c'est pratiquer un sport qu'on aime, avec des règles quand c'est érigé et qui sont assez contraignantes, tout en respectant les recommandations de l'équipe Forêt Sèche sur les animaux à abattre ou pas. Donc on a aujourd'hui sur Montagnès des contraintes qui nous gênent un petit peu au niveau de la chasse, mais qu'on a accepté de partager parce qu'elles ont pour objectif de mieux chasser et puis de mieux gérer le cheptel sur Montagnès. Voilà. La forêt sèche de Pindaille cache un prédateur inattendu, cause de graves dommages pour la faune endémique de la région.
Pindaille, c'est le site qui nous a permis de prendre conscience de l'invasion par la fourmi électrique, mais c'est également aussi le site en forêt sèche qui a le plus d'intérêt d'un point de vue de la faune, avec notamment pour les fourmis 27 espèces recensées. On a ici une biodiversité entomologique qui est très mal connue, on estime qu'on connaît 20% des espèces, et donc on essaye un peu de donner un diagnostic sur l'état des habitats grâce à la composition des communautés de fourmis. Là où elle est, il ne reste rien de la faune native, endémique, et on peut penser que ça pourrait avoir des conséquences sur l'évolution même de l'habitat, puisque les pollinisateurs locaux, les granivores, enfin tous les insectes qui permettent le maintien du fonctionnement de l'écosystème ne sont plus là et ont été remplacés par la fourmi électrique. Dès que tu n'as plus de détails, il n'y a plus les animaux, c'est sûr. C'est flagrant, quoi. On arrive malheureusement après la floraison à la fructification, donc on a bien des épis mais qui sont sans graines, sans fruits. Oui. Si je me rappelle bien, c'est une espèce qui a été découverte par les botanistes de l'IRD en 92. C'est un riz sauvage de milieu sec. Ce riz a un double intérêt, écologique évidemment, puisque c'est une espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie et qui donc fait partie du cortège des formations sclérophiles, mais aussi on espère qu'il a un potentiel économique, donc c'est pour ça qu'on souhaiterait que des chercheurs s'y intéressent, parce qu'après tout, il pourrait peut-être hybrider, servir à la nourriture humaine, mais c'est évidemment un travail de longue haleine, parce que ça fait partie du volet valorisation économique du programme Forêt Sèche. Dans une île du Pacifique, c'est de trouver un riz endémique sauvage, c'était quand même un scoop, quoi. La clôture qui est derrière moi est financée par l'un des partenaires du programme Forêt Sèche. Son objectif est de protéger une liane rarissime, puisqu'elle n'est connue au monde que dans 2 forêts sèches, celle de Thia et celle de Nekoro. Derrière moi existe le seul pied connu de cette liane sur le site de Nekoro. C'est un magnifique spécimen qui court les cimes et qui se régénère bien. Malheureusement, des cochons sauvages dans la région font d'énormes dégâts dans la régénération de cette espèce. Nous cofinançons cette mise en défense et puisque nous estimons que on est à un moment critique de l'histoire de cette forêt et que ces mesures d'urgence sont un élément essentiel à la survie de ce patrimoine. Notre philosophie d'action, nous la nourrissons à travers le partenariat, puisque nous estimons que ce n'est pas le WWF, ni même le programme Forêt Sèche qui sauvera la forêt sèche, c'est l'usager, le propriétaire, le promoteur immobilier qui sauvera ou qui détruira cette forêt sèche. Donc je me trouve sur le lotissement privé de Savannah, sur la commune de Païta, avec derrière moi une équipe de bénévoles du WWF et des habitants de ce lotissement qui sont en train de planter des espèces végétales de la forêt sèche. Donc l'idée c'est de profiter du fait que sur le lotissement même, il existe naturellement une forêt sèche qui couvre environ 17 hectares et que le promoteur immobilier a tenu à préserver. Et donc l'idée majeure a été d'agrandir le manteau forestier de cette forêt en plantant ces lisières avec des espèces adaptées au milieu. C'est une opération pilote, originale, dans la mesure où on a souvent tendance, autour du Grand Nouméa et dans le Grand Nouméa, à plutôt raser des forêts ou des savanes à niaouli pour installer des lotissements, alors que là, le lotissement est intégré avec la forêt et c'est ce qui en fait tout l'intérêt. La province Nord dispose d'une superficie assez importante en matière de forêt sèche. Nous avons un programme de soutien aux agriculteurs privés qui ont des morceaux de forêt sèche sur leur propriété. Ils acceptent de mettre ça en protection et en échange, nous, on leur fait des travaux, etc. Par ailleurs, le programme forêt sèche a permis aussi
de développer d'autres formes d'action de protection d'environnement. Le plus important pour la province Nord, c'est de créer des aires protégées, des espaces protégés pour les différents écosystèmes, mais toujours avec le souci d'avoir une gestion participative. Préserver la forêt sèche, c'est aussi dresser le catalogue de toutes les espèces végétales qui y sont présentes et recueillir les informations liées à la tradition et à la coutume, notamment celles des plantes médicinales. La première plante qu'on nous montre... Ouais. On a des problèmes des yeux, il y a les yeux qui coulent, on fait tomber dans l'œil. Voilà, ça apaise la douleur, etc. Contre la douleur et les inflammations. Oui, quand on ramasse des... Je vais voir si ça marche. Et vous l'utilisez aussi un peu sur On utilise aussi les racines pour la maladie des poumons. C'est-à-dire tu bois, tu prends les racines, tu écrases, tu mets dans l'eau, puis tu bois. Et ça s'arrête, comment tu appelles, quand tu écrases du sang et puis tout ça. Quand tu écrases les sangs là. La tuberculose. Oui, voilà, ça s'arrête. Utilisé contre la tuberculose. Et on en prend longtemps. Oh, des fois tu bois 2 fois, 3 fois, puis ça s'arrête, ça bloque plutôt les quand quelqu'un n'arrive pas à dormir la nuit, alors on vient, on prend 2 feuilles comme ça, on les superpose, on mâche et on donne un coup de soufflet sur eux. Et souvent ça fait de l'effet très vite. Aussi, donc ça nous permet aussi de redécouvrir nos traditions. Bon, il y a des arbres qui sont pauvres que les femmes utilisent, et il y a des arbres que les hommes utilisent. Par exemple, quand on parle des bois de ferme, les arbres, ça c'est pour les hommes, pour utiliser pour les constructions, etc. Hein? Alors que quand on parle du bourram, c'est les femmes qui l'utilisent pour le tressage ou pour faire des jupes, etc. Donc voilà un peu pourquoi, enfin, c'est un peu nos suppositions parce qu'on n'arrive pas à découvrir la portée des mots que les vieux ont mis sur ces différents arbres. Mais on dit, dans la tradition aussi, bon, l'homme s'identifie aussi à la nature et il y a le côté mâle, le côté femelle. Dans la tradition locale, le pin colonnaire symbolise l'homme et le cocotier symbolise la femme. Mais celui-là, on utilise aussi pour les mauvaises boucans, contre les boucans. Ensorcellement, les maladies. Ensorcellement, voilà, c'est ça. Voilà. Quand tu viens auprès de l'arbre, tu t'es comme ça, et puis tu croques l'écorce, et puis tu vas tâcher sur les malades, quoi. Souffler, quoi. Toutes ces informations sont enregistrées, sont comparées, mises en relation avec l'ensemble des connaissances. Et c'est exactement ça que nous essayons de faire, c'est-à-dire d'établir un catalogue général qui permette aux uns et aux autres de s'y retrouver, de voir où sont les erreurs éventuelles, de manière à pouvoir les corriger. Également, la connaissance pure, c'est toujours intéressant de savoir ce qui nous entoure. Et je pense que c'est aussi un sujet d'avenir actuellement, puisque pour éviter que les enfants ne perdent toutes ces connaissances, il faut les transcrire, c'est-à-dire passer de la tradition orale à la tradition écrite. C'est ce que nous essayons de faire. Lorsque nous aurons établi de bonnes correspondances entre les noms vernaculaires et le nom latin, on établira par la même occasion des ponts entre les différentes langues, puisque les noms varient d'une région culturelle à l'autre. Et nous pourrons aussi lister les usages pour vérifier que la même plante est réputée agir de la même manière au nord, au sud, comme au centre de la Nouvelle-Calédonie, parfois ailleurs. Depuis cette année 2006, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a souhaité financer, apporter en espèces directement au programme 13 millions annuels pour accompagner le fonctionnement du programme pendant les 5 prochaines années. Voilà. Actuellement, on réfléchit à la constitution d'un GIP. Un GIP étant un groupement d'intérêt public
qui permettrait d'intégrer le programme Forêt Sèche et de lui donner une véritable personnalité morale. Ça s'appellerait le Conservatoire des espaces naturels et réunirait toujours les mêmes partenaires, bien évidemment. C'est toute la stratégie de développement durable à laquelle la Nouvelle-Calédonie adhère et participe. Et je pense que c'est tout cet ensemble qui peut-être à travers le futur GIP, permettra effectivement d'avoir une vision plus intégrée, plus réaliste de la manière de gérer les écosystèmes, de les faire durer, mais en même temps de permettre le développement économique ou social qui vont avec. Au terme de l'accord signé il y a 5 ans et au regard des résultats obtenus par le programme Forêt Sèche, l'ensemble des partenaires concernés a décidé non seulement de poursuivre l'action déjà entreprise en faveur de la forêt sèche, mais également d'étendre cette action aux autres milieux sensibles de l'île, comme le maquis minier, la mangrove, la forêt humide et les zones d'eau douce. Les collectivités locales, les pouvoirs publics, les associations, les propriétaires et les habitants de la région se sont donc tous mobilisés pour sauvegarder ce patrimoine important que constitue la forêt sèche de Nouvelle-Calédonie. C'est un enjeu évidemment calédonien, national, mais maintenant il est devenu international. C'est donc tout le challenge que les uns et les autres veulent relever ensemble pour l'avenir à la fois de ce pays et de son environnement. Vous venez de voir Forêt Sèche Première, réalisée en 2007 par Arnaud Bertrand. Ce soir, je reçois Hubert Géraud, représentant du WWF, que nous voyons dans le documentaire. Bonsoir Hubert. Bonsoir Pierre. Hubert, le WWF est présent dans le programme de Forêt Sèche depuis le début, depuis son démarrage. Quel est l'intérêt de préserver particulièrement cet écosystème ? Bien, on a fait le constat dans les années 90, grâce aux chercheurs de l'IRD, que c'était le milieu naturel calédonien qui était le plus près de l'extinction. Or, il restait 1%. Si on perdait ce dernier pourcent, c'est une forêt qui disparaissait non seulement de Nouvelle-Calédonie, mais comme elle est endémique, c'est-à-dire unique au monde, elle disparaissait pour la planète entière. Donc il y avait une urgence à agir en priorité sur ce milieu. Et que faites-vous pour les autres écosystèmes, comme le maquis minier par exemple, ou la mangrove ? D'une part, il y a une diversité d'acteurs qui travaillent, certains plus sur la mangrove, d'autres plus sur les cours d'eau, etc. Mais il n'empêche qu'il va falloir progressivement monter des programmes qui répondent à l'ensemble de ces enjeux. Vous parlez des maquis miniers. Les maquis miniers sont liés, c'est des phases souvent de dégradation de forêts humides sur sol minier. Ces forêts humides sur sol minier, c'est les forêts les plus riches, les plus anciennes et les plus endémiques de Nouvelle-Calédonie. Et il n'en reste plus que 10%. Dans un contexte de développement des activités minières, de développement des cerfs et encore malheureusement de développement des feux, eh bien il y a urgence aussi à agir pour ces forêts. Donc la forêt sèche a montré le chemin, mais de l'intérêt du gagnant-gagnant, de la collégialité d'acteurs. Un seul acteur tout seul ne peut pas sauver un écosystème. Il faut que tous ensemble nous nous réunissions pour pouvoir relever le défi. Revenons sur la forêt sèche. Est-ce que à ce jour, le pilotage de ce programme, puisque j'ai cru comprendre que nous étions au troisième programme, troisième plan quinquennal, est-ce que ce pilotage est suffisant à ce jour ? Oui, il est porté aujourd'hui par la seule instance qui traverse les frontières, on va dire, provinciales pour gérer l'environnement. C'est le CEN, le Conservatoire des espaces naturels, et qui est la plateforme ad hoc pour pouvoir porter des ambitions à l'échelle du pays. La défense de l'environnement, alors c'est une compétence provinciale, mais
la nature n'a pas de frontières, donc il faut qu'elle soit gérée d'une manière intelligente, cohérente. On est un petit pays, on ne peut pas faire 3 fois le même travail pour arriver à 3 fois moins de résultats. Donc il faut agir ensemble à une échelle qui dépasse la dimension politique souvent. On va dire que le projet de la forêt sèche pourrait servir d'exemple aux autres programmes de préservation des écosystèmes forestiers en Calédonie. Quelles seraient les avancées majeures, enfin quelles sont les avancées majeures du programme forêt sèche qui pourraient servir pour les autres programmes? Bien, vous avez, par exemple, il y a eu tout un effort de recherche qui avait été donné au début du programme forêt sèche, qui a vraiment permis d'éclairer la connaissance sur un écosystème forestier où on connaissait vraiment pas grand-chose. 30 ans plus tôt, la forêt sèche n'était même pas connue, même pas définie par les scientifiques. Donc tout était nouveau. Donc la science a été vraiment forte pour porter un peu l'ambition. Les travaux de restauration. Aujourd'hui, si vous regardez un peu même dans le Grand Nouméa ou à Koné, vous voyez des aménagements qui sont faits avec des espèces de forêt sèche. Il y a 15 ans, quand je suis arrivé sur le territoire, ça n'existait pas. Vous voyez des espèces exotiques qu'on voit partout sur la ceinture tropicale et qui, pour beaucoup, sont des espèces envahissantes. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus remplacées par des espèces natives de forêt sèche. Ça, c'est aussi un des succès du programme forêt sèche. Et puis, il y a des mises en défense, c'est-à-dire des morceaux de forêt sèche qui auraient disparu depuis 15 ans si elles n'avaient pas été mises en défense. Comme on voit dans le reportage, justement. Tout à fait. Les cerfs ou un coup de bulle aurait fini de les faire disparaître. Et donc, il y a un bel héritage du programme forêt sèche. Il reste beaucoup de choses à faire, mais il y a déjà beaucoup de choses de réaliser. On peut s'en féliciter, en tout cas. Hubert, vous avez parlé tout à l'heure de participation, de gestion participative, d'éco-citoyenneté. À Guapin, à Poya, donc, le WWF a participé à un projet assez vaste de reboisement au-dessus du captage d'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? L'histoire, elle a commencé par une rencontre avec le petit chef Jacob Winemou, qui n'est plus parmi nous, mais en tout cas plus physiquement, et en 2003. Et il avait le souhait de faire dans sa tribu du développement durable. Et quand on s'est rencontrés dans ce contexte, je lui ai dit, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire pour une tribu kanak du fond de la chaîne. Je suis un breton expatrié venant de Guyane. Culturellement, il va falloir qu'on se parle et qu'on se comprenne pour créer une vision commune. Et quand on aura cette vision commune, on va la pousser. Et ça a pris quelques années. Et entre autres, pour faire du développement durable, on s'est dit, on a besoin d'eau, on en a encore. Il y a d'autres tribus autour de nous qui n'en ont plus parce qu'elles brûlent leur forêt. Eh bien, nous, au-dessus de notre captage, on va arrêter de le brûler, cette forêt, et on va restaurer, c'est-à-dire replanter là où le feu avait détruit la forêt. Et c'est ce qu'on a commencé en 2008. Et encore il y a quelques mois, avec les amis de la tribu de Guapin, en une journée, on a planté 2000 arbres avec les mamans, les vieux, les enfants, tout à dos d'hommes. Il n'y a pas de route pour monter. Et tout à dos d'hommes ou de femmes, tout est monté, a été planté en une journée, 2000 arbres. Le symbole de Guapin est très fort, puisque c'est la démonstration que les solutions ne viennent pas de l'extérieur. Par contre, il faut s'ouvrir, il faut décloisonner, il faut désinsulariser sa réflexion, il faut s'ouvrir à l'autre, comme Guapin a accueilli le WWF il y a 13 ans. Mais par contre, les solutions, elles ont été construites localement. Et puis, il a fallu de la sueur et de l'engagement des gens du pays pour réaliser la solution. J'ai été très clair avec eux, vous êtes le problème, personne d'autre que vous ne brûle chez vous, donc vous êtes aussi la solution. Et ils ont prouvé qu'ils pouvaient changer les choses. Et on est heureux de voir que beaucoup de gens sont venus à Guapin s'inspirer et que l'histoire de Guapin a essaimé à travers le pays. Espérons que cette gestion participative se répandra sur les îles et en province sud, pourquoi pas. Et puis, plus largement, internationalement, on partage déjà l'expérience de Guapin. Et la Calédonie peut inspirer à travers les tribus de la chaîne. Et on peut en être fier. Ouais. Hubert, cette émission touche à sa fin. L'équipe de Terre de Mémoire vous remercie. Merci beaucoup. Quant à nous, nous remercions également le Centre culturel Chibaou de nous avoir accueillis ici à côté de ces 3 creusets qui représentent le métissage culturel. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet pour revoir un numéro de Terre de Mémoire ou tout simplement d'aller sur notre page Facebook pour trouver notre invité avec sa petite question web et ses compléments d'information. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. À mardi prochain.